Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 128 si je ne m'abuse, et comme d'habitude pour l'actualité informatique technologique de la semaine. Évidemment, c'est la fin d'année, d'ailleurs, joyeuses fêtes à tous, si vous fêtez des fêtes ou autre chose, ou sinon, bonne fin d'année, je suppose. Du coup, forcément, c'est plutôt calme niveau news, hein, c'est la fin d'année, mais on a toutefois des news plutôt intéressantes. Je vais faire une petite correction par rapport à la Xbox, la nouvelle Xbox, et aussi pas mal de news au niveau d'Intel au final, ce qui est assez étonnant. Donc on va commencer tout de suite. Premier truc toutefois, oui, j'ai toujours pas, il faut que je fasse le vrai setup où on me verra plutôt de face pour les Texama Show. Encore un petit peu en config. Il y a une pièce en partie que je veux. Toutefois, j'ai quand même changé un peu de. C'est un autre objectif. C'est la même caméra, mais c'est un autre objectif qui donne un point de vue différent. Avant, c'était un grand angle. Là, c'est plus genre zoomé, on va dire. Plus du 30 mm au niveau focal. Et du coup, ça donne un point de vue un petit peu différent et aussi un meilleur bokeh. Le bokeh, c'est le flou d'arrière-plan qui devrait être meilleur. Donc voilà, j'ai aussi un petit peu tweaké l'éclairage, donc ça devrait être un petit peu mieux. Je sais que je parais blanc, mais c'est parce que je suis vraiment blanc de peau, je veux dire. Je, je passe mon temps devant un ordi. Qu'est-ce que vous voulez? Que je sois bronzé? De toute façon, je peux trafiquer en post-production. Regardez, d'un coup maintenant, je suis bronzé. Un peu plus en tout cas. Pas non plus méga bronzé, mais un petit peu plus. Du coup, on commence par des petites corrections par rapport à la nouvelle Xbox que je voulais faire. Notamment le fait que le SSD utilisé dedans est bien un SSD NVMe, ce qui m'a étonné au début. Puis après, je me suis dit, bah, en réalité, c'est pas si étonnant. Je veux dire, c'est Microsoft. Quand vous achetez 50 millions de quelque chose, vous devez avoir un sacrément bon prix. Donc, à mon avis, c'est qu'ils ont eu un bon prix, ou juste, ouais, ils ont eu un bon prix tout simplement. Surtout que maintenant, en plus, ils achètent des SSD pour leur surface tablette et tout ça. Ça doit pas être très compliqué d'acheter encore un petit peu plus pour en avoir pour les surfaces et pour les Xbox. Par contre, ils vont avoir une situation très étrange. Ça, je le vois tellement arriver, c'est que ils vont avoir une situation où ils seront en mode, ah ok, vous voulez la dernière surface tablette? Ouais, elle coûte 2000 € avec le Core i7 et c'est 256 Go ou non, 512 Go de SSD. Vous voulez passer à la version 1 Tera? Il faut rajouter 500 € madame. Et puis après, vous allez sur le site Xbox, vous avez le même SSD, ils sont en mode 500 € la nouvelle Xbox. C'est un peu le prix de rumeur d'ailleurs, vers 500 €. 500 € la nouvelle Xbox avec 500 Go de stockage SSD. Vous allez être en mode, comment ça se fait que pour upgrade de 500 Go, ça me coûte 500 € pour la surface, mais par contre, je peux acheter une Xbox avec 500 Go en. Enfin, on va voir tellement cette situation arriver. Mais en même temps, on va pas se le cacher. Le stockage, c'est la meilleure façon de faire payer les gens en plus. Je veux dire, personne ne s'en cache. Hein. D'ailleurs, vous voulez plus de stockage, vous voulez plus de RAM, il faut payer beaucoup plus. Alors que c'est le truc pas le plus cher, clairement. Mais bon. Une autre précision, c'était par rapport à la rétrocompatibilité. Plusieurs personnes ont précisé qu'elle était rétrocompatible, mais en fait, c'est pas vraiment rétrocompatible. Le truc, c'est qu'il y a des jeux de Xbox 360 qui ont été refaits ou en tout cas qui ont été portés. Ça veut dire on a fait en sorte qu'ils puissent fonctionner sur une Xbox One. Et du coup, ces jeux-là, évidemment, vu qu'ils ont été faits pour la Xbox One ou ils ont été refaits pour la Xbox One, il me semble aussi, je suis pas sûr que Microsoft ait travaillé sur une sorte d'émulateur ou autre chose. Dans tous les cas, évidemment, ça marche sur cette nouvelle Xbox. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est rétrocompatible avec la Xbox 360. Ça veut juste dire que ce qu'ils ont redéveloppé pour la Xbox One est compatible avec elle aussi. C'est pas de la rétrocompatibilité. Rétrocompatible, c'est plus au niveau, par exemple, de la première PS3, la toute grosse, là, qui avait une puce, littéralement en plus, à l'intérieur, pour littéralement faire tourner tous les jeux PS2. Et puis après, ils l'ont retiré, et du coup, elle était plus rétrocompatible. Donc, ça, je tenais à le préciser. Pas rétrocompatible techniquement avec la Xbox 360. Par contre, tous les jeux Xbox One tourneront dessus et tout ce qui a été update pour la Xbox One, y compris tous les jeux de Xbox 360 ou autre chose, fonctionneront aussi également. Du coup, première vraie news de cette semaine-ci, c'est par rapport au Core i9. Tenez-vous bien. 10 900K, les Core i7 10 700K et les Core i5 10 600K. Ça fait beaucoup à lire, ça, quand même. Donc, c'est le nouveau processeur Intel, milieu de gamme, bien que certains sont plus haut de gamme vu le prix, mais c'est les processeurs qui seront en concurrence directe avec les 3700X d'AMD, les 3800X, les 3600 aussi, et aussi évidemment les 3900X et 3950X, parce qu'ils seront à peu près genre aux mêmes gammes de prix, moins cher techniquement que le 3950X en réalité. Du coup, grosse nouveauté avec cette 10e génération, c'est que
Quelles sont les nouveautés déjà? Ah oui, il y a 2 cœurs en plus sur le Core i9, donc il passe à 10 cœurs 20 threads, 3,7 GHz de base. C'est à peu près les mêmes fréquences que le Core i9 actuel, même turbo sur tous les cœurs aussi, 4,8. Et l'enveloppe thermique qui augmente, mais ça veut pas dire grand-chose chez Intel, parce que l'enveloppe thermique chez Intel, elle est un peu calculée en mode whoop poupidilou, whoop papadou, puis à 125 watts, parce que je l'ai décidé comme ça. Oui, c'était totalement une formule magique. D'ailleurs, pour information, c'est souvent calculé en fait selon la fréquence de base, donc ça ne tient jamais compte du turbo sur tous les cœurs. Donc en gros, ignorez ce TDP, ça ne veut pas dire grand-chose. Le mieux, c'est d'attendre des tests et de voir ce que ça consomme réellement. Donc, je blaguais sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés, mais c'est réellement le cas, je vais être très honnête avec vous. Notamment dû au fait que c'est la même gravure. C'est la même pratiquement architecture. Ils peuvent essayer de dire que oui, ils ont changé des trucs. Il n'y a pas énormément qu'à changer. On va être très honnête là-dessus. Il y a des trucs qui ont changé, mais tout n'a pas changé et du coup, ça reste dans la même veine. Vous devrez avoir 5%, voire 10% dans les meilleurs cas de performance en plus, ce qui n'est pas négligeable. Mais le problème, c'est qu'évidemment, il y a la concurrence en face. Et un autre problème avec aussi ces processeurs-là, c'est qu'ils ne supportent pas des nouvelles technologies. Alors, visiblement, je ne sais pas 100% confirmé, mais visiblement, ils auront toutefois une upgrade au niveau du nombre de lignes PCI Express qu'ils peuvent utiliser. Donc, il y en aurait apparemment, de ce que je vois, il y en aurait 40 au total. Il y en aurait 16 qui dépendent du CPU et 24 du PCH. Le PCH, c'est la puce qui est en bas, celle qui gère tout ce qui est SSD, tout ça. Donc, c'est une petite upgrade quand même, mais le truc, c'est que le PCI Express 4.0 existe et que oui, non, il n'est pas supporté sur ces nouvelles cartes mères et ces nouveaux processeurs. Et enfin, le clou, juste le dernier bon coup de clou dans le truc, juste, voilà, ce qui va vous... Vous êtes en mode... On en avait déjà parlé, mais oui, je vous rappelle que ces nouveaux processeurs requièrent des nouvelles cartes mères. Et pas juste parce que, oh, c'est légèrement différent, il faut des nouvelles cartes mères. Non, non, il y a un nouveau socket. Donc, ils ont changé l'entièreté du socket et du coup, vous êtes obligé d'utiliser ces nouvelles cartes mères. Vous ne pouvez pas utiliser les anciennes cartes mères. Donc, ils passent du LGA 1151 au LGA 1200. Et oui, on va être très honnête, c'est salaud. C'est juste salaud. C'est... Non seulement ils forcent les gens à passer sur des nouvelles cartes mères, d'ailleurs c'est un très bon article de Hardware Cooking, un site FR, je vous le recommande chaudement, lien dans la description. Donc non seulement ils forcent les gens à passer sur des nouvelles cartes mères, mais en plus, ces personnes ne pourront pas profiter du PCI Express 4.0, ce qui dans l'immédiat n'est pas un problème, on va être honnête, mais ici on parle de processeurs haut... Enfin c'est ça le plus ridicule. Beaucoup de gens, et c'est le cas, hein, on peut se l'accorder pour le dire, les Core i9 actuels, les gros Core i9 9900K et KS sont les meilleurs processeurs pour jouer aux jeux vidéo. C'est pas forcément les meilleurs processeurs pour faire tout ce que vous voulez faire avec un PC, mais pour juste jouer aux jeux vidéo, c'est les meilleurs. Du coup, ces nouveaux Core i9, 10 cœurs, devraient, pas 100% sûr en réalité, parce que le KS a une meilleure fréquence, donc on verra bien quand les tests seront sortis, aussi bien il va se faire battre par le KS qui aura une meilleure fréquence. Ça va être très ridicule, à mon avis, si c'est le cas. Mais ils devraient être les meilleurs pour jouer aux jeux vidéo. Le seul problème, c'est que du coup, vous prenez ce meilleur processeur pour jouer aux vidéo, pour l'année 2020, et puis Nvidia va arriver et être en mode, ok, voici nos nouvelles cartes graphiques. Les RTX 3080 Ti, certainement, enfin, franchement, soyons honnêtes, elles supportent le PCI Express 4.0. Et là, le truc, c'est que vous êtes en mode, attendez une minute. Donc, mon meilleur processeur pour jouer aux jeux vidéo ne supporte pas la meilleure technologie pour communiquer avec ma meilleure carte graphique pour jouer aux jeux vidéo. Et là, vous arrivez dans une situation qui est, selon moi, un peu ridicule. C'est vraiment ridicule en réalité. Alors, c'est pas confirmé si cette 3080 Ti aura vraiment besoin du PC Express 4.0. Probablement pas. Mais les cartes graphiques vont finir par en avoir besoin. Et selon moi, c'est un peu ridicule de ne pas passer au PC Express 4.0, vu que de toute manière, ils changent littéralement de socket et qu'ils changent littéralement de carte mère. Vu que les gens vont pouvoir tout changer de toute manière, autant passer au 4.0, quoi. C'est à croire qu'ils n'ont pas prévu de passer au 4.0. Peut-être que ça leur demandait trop de travail ou autre chose. Ils étaient en mode, non,
passera pas. Ça vaut pas la peine. Et ouais, pour moi, c'est juste ça là. Se dire aussi que en 2021, si vous voulez upgrade encore une fois, parce qu'il y a des gens qui upgrade quand même récemment, assez vite, mais ils revendent leur ancienne pièce, comme ça permet de compenser. Donc si vous voulez upgrade en 2021, aussi bien ils vont ressortir des nouvelles cartes mères en PCI Express 4.0, mais qui du coup vous requerront de changer de carte mère. Donc vous devrez changer, pour changer de processeur, vous devrez changer de carte mère encore une fois. Donc ouais, voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus pour juste dire à quel point je trouve ça stupide. C'est vraiment stupide. Je tiens à préciser, donc il y a réellement 40 lignes de PCI Express 3.0 sur ces processeurs-là, mais vous ne pourrez pas utiliser toutes ces lignes pour faire tourner les cartes graphiques, c'est plus pour les SSD, tout ça. Ce qui est quand même bien, parce que le stockage va de plus en plus vers le PCI Express, avec les SSD NVMe et tout ça, donc c'est une bonne chose. Mais faut le préciser, je tiens à le dire. AMD non plus, même s'ils sont passés du 4.0, n'ont toujours pas non plus énormément de lignes. Surtout que pour le moment, les cartes graphiques ne supportent pas toutes le 4.0. Du coup, on n'en tire pas vraiment encore parti pleinement. C'est quelque chose qu'on verra certainement pendant l'année 2020. Enfin bref. Une chose est sûre, c'est juste... je ne sais pas comment qualifier cette nouvelle génération de processeurs qui, je le suis sûr, seront très performants et tout ça, mais c'est juste décevant en fait. C'est vraiment décevant au vu de ça. D'autres petits changements notables que je tenais à préciser. Donc, il y a les Core i9 seront en 10 cœurs, les Core i7 seront en 8 cœurs, les Core i5 en 6 cœurs. Donc, au moins, ça a le mérite d'être clair comme ça. Et les Core i3 en 4 cœurs. Les Core i7 vont récupérer l'hyper-threading qu'ils avaient perdu, je vous rappelle, sur la génération 9000. Et les Core i5 aussi auront toujours de l'hyper-threading, ce qui est notable aussi, évidemment. Et c'est à peu près tout, franchement. Alors, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire en plus. Si, on peut dire que certaines failles de sécurité Intel qui ont été découvertes récemment ne sont pas fixées avec ces nouveaux processeurs, il faut le préciser. Donc encore un autre coup dur pour Intel à ce niveau-là. Mais ouais, on verra bien ce que ça donnera, une chose est sûre. Pour moi, 2020 va être vraiment une année difficile pour Intel, je le sens. Parce que c'est pas de la grosse concurrence. On va être honnête là-dessus, c'est pas de la grosse concurrence. En parlant de concurrence, on a des nouvelles news sur les cartes graphiques Intel, justement. Donc, il y a une carte graphique qui a été un petit peu, vue sur la toile, on va dire. Et cette carte, c'est l'Intel XE-DG1 avec 96 EU, 96 Union Européenne. Ce qui fait beaucoup d'Union Européenne, il faut le préciser. Non, c'est juste les unités d'exécution de cette carte graphique. Ce n'est pas forcément comparable aux autres cartes graphiques de chez d'autres marques, hein, AMD ou même à Nvidia. Mais juste pour vous donner un point de comparaison, c'est par contre très comparable évidemment à leur carte actuelle, leur chipset graphique intégré au processeur. Donc sur Skylake, les Skylake actuels avaient 72 unités d'exécution. Donc là, on a un 96. Il y a un upgrade, mais c'est pas une énorme upgrade. Donc alors, comme vous pouvez voir, il y a des noms un petit peu discrètes graphiques. Donc c'est vraiment une discrète graphique. Donc c'est vraiment une carte que vous pourrez acheter à part du processeur. Il faut le préciser ça. Toutefois aussi, cette architecture, on va dire, de chipset graphique, visiblement sera intégrée aussi au prochain processeur Intel. Donc c'est pas juste en forme carte graphique dédiée. Et le but est un petit peu... C'est pas leur vraie carte graphique qui vont sortir. Il y a beaucoup de gens qui l'ont considéré comme ça, genre, oh, c'est leur carte graphique, voilà. Non, c'est une carte graphique, réellement, mais ça semble être plus visé les gens qui ont besoin d'une carte graphique dédiée, mais qui, voilà, enfin, en gros, c'est une carte graphique bas de gamme, j'aime pas trop dire le terme, mais d'entrée de gamme, voilà, on va plutôt dire ça, c'est une carte graphique d'entrée de gamme, basiquement. Euh, Oui, voir ce que ça donne. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que ça existe? Parce que je veux dire, Nvidia et AMD ont déjà des très bonnes cartes à ce niveau-là, qui sont bien souvent très puissantes, donc ça fait une sacrée concurrence. À moins d'être moins cher, je vois pas trop d'intérêt. Et le truc, c'est que ben, Intel se fait concurrence à eux-mêmes, parce que leurs processeurs ont déjà des chipsets graphiques intégrés qui sont largement suffisants pour monsieur tout le monde. Donc, à quoi ça sert? Il y a
très, voilà, je sais pas trop. Y a pas plus d'informations pour le moment, c'est juste ça porte à confusion en fait tout ça. Heu, une chose est sûre, je vais être très honnête, personnellement, j'espère qu'ils vont faire des bonnes cartes graphiques parce qu'on a besoin de plus de concurrence. Même si AMD se débrouille très bien niveau processeur, niveau carte graphique, ils ont un petit peu du mal. Donc si on peut avoir un peu plus de concurrence, 3, là c'est l'idéal, hein, d'ailleurs, c'est une loi universelle. Si vous avez 3 camps dans un milieu, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que quand vous en avez 2, le problème c'est s'il y en a un qui va mal, le deuxième est juste genre domine. Quand vous en avez 3, il y en a un qui peut aller mal, et du coup, un qui va très bien, mais les deux qui vont un peu moins bien peuvent s'associer un petit peu et essayer de contrecarrer le troisième. C'est un bon équilibre. Trois trucs, c'est toujours un bon équilibre. Sauf au niveau puce mémoire, où vous avez 4 constructeurs de puces mémoire, ils se sont tous arrangés pour fixer les prix ensemble. Enfin bref, outre ce milieu-là, normalement c'est bon. Tiens, en parlant d'un milieu où il y a très peu d'acteurs et qui... Bon non, ils fixent pas vraiment les prix là, à ce niveau-là. Disque dur. Western Digital a annoncé des disques durs de 18 Tera et 20 Tera. Nice, je suppose. Qui vont évidemment servir surtout pour le stockage en data center. Et à part honnêtement la capacité augmentée et tous les noms marketing incroyables pour dire que c'est une technologie incroyable pour stocker autant, ce qui est réellement le cas, mais ça reste beaucoup de marketing. Ça reste basiquement le même genre de disque dur et ils sont toujours, et c'est ça un peu le problème avec les disques durs comme ça, ils sont toujours limités à la même vitesse. Depuis 10 ans, 15 ans, les disques durs vont basiquement à la même vitesse. Donc ça veut dire que même si ils ont littéralement pris 10 fois en taille de stockage, donc on est passé de 2 Tera à 20 Tera justement, le truc c'est qu'on pour mettre ces données, pour récupérer ces données, on va toujours à la même vitesse. Et ça commence à être un problème selon moi. Parce que le problème, c'est que 20 Tera de données, 20 Tera de données, on peut faire le calcul maintenant. Si le disque dur lit ces données à 200 MO à la seconde, ce qui est déjà pas mal hein, pour un disque dur, hein, on va être très honnête. Donc s'il peut faire ça, fais le calcul vite fait. Pour information, il faudrait, pour un disque de 20 Tera, si vous pouvez lire à 200 MO à la seconde, encore une fois qui est une très bonne vitesse, il vous faudrait 29 heures. 29 heures pour récupérer l'entièreté de ce qu'il y a stocké dessus. 29 heures. Pendant 29 heures, ce disque, s'il y en a un qui est déjà mort juste à côté, a largement le temps de mourir aussi. Et surtout que si vous commencez à lire toutes les données qui est dessus, il va être stressé le disque. Hein. Il va être en mode, ouh, je tourne là, faut que je tourne pour faire lire toutes les données. Très dangereux. Et pour moi, ça devient dangereux en fait de monter à de telles capacités de stockage. Surtout qu'en plus, on ne sait pas trop le taux de retour, enfin le nombre de ces disques durs qui seront en bons, en fait, tout simplement. Peut-être qu'il y a une faille dans le processus de fabrication qui fait que beaucoup de ces disques durs vont mourir prématurément, on ne le sait pas encore. Donc, d'ailleurs, si vous voulez savoir, il y a souvent des tests qui sont publiés. Vous avez des data centers qui ont beaucoup de disques durs qui publient les données. Ils disent juste, ah, on a autant de disques durs de 4 Tera, il y en a autant qui sont morts. Il y en a autant de telle marque qui sont morts. Et vous avez des bons chiffres comme ça. Et pour information, les disques durs avec les meilleurs taux, donc les meilleurs disques durs d'un point de vue genre fiabilité, sont les disques durs pour le moment. Parce que le truc, c'est que certains disques durs ne sont pas assez vieux pour qu'on puisse vraiment les tester. Par exemple, ceux de 15 Tera et tout ça, on ne sait pas. Hein, ça fait pas si longtemps qu'ils sont sur le marché. Les meilleurs pour le moment semblent être les 4 et 6 Tera. Non, je sais plus, il me semble, non, les 4 Tera, ça c'est sûr. 4 Tera, ils sont bons. 6 Tera, il me semble qu'ils avaient des petits problèmes. Les 8 Tera, il me semble qu'ils étaient bons. Et puis au-dessus, pas assez de données. C'était encore trop récent. C'est pour ça que moi, personnellement, pour mon futur NAS, je choisirais certainement des disques de 4 Tera. Oui, il y a des disques de 10 Tera qui existent, mais le truc, ben, voilà, j'en ai parlé. Aussi, il y a le prix qui est important. Parce que le problème, c'est que comme c'est une nouvelle technologie, ça ne veut pas dire que ce disque va juste coûter 10 fois plus cher qu'un disque de 2 Tera. Non, 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 il va coûter plus cher que ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'unique, c'est une nouvelle technologie, tout ça. C'est pour les gens qui ont vraiment besoin de cette capacité de stockage dans un endroit très réduit. Et ça va coûter plus cher. Donc, j'ai regardé aussi là-dessus, personnellement, parce que je compte m'acheter des disques durs pour mon nouveau NAS. Ou peut-être j'essaie d'en trouver aussi hein, gratuitement auprès d'une marque, s'il y en a qui regardent. Toujours pas eu de proposition. Enfin bref, euh,
J'ai regardé et ceux qui sont les plus avantageux au niveau prix, c'est les 4 Tera. Dès que vous dépassez 4 Tera, le prix d'un coup monte sans aucune raison. Et si vous allez en dessous niveau prix, les 3 Tera sont très proches niveau prix, les 2 Tera sont très proches aussi. Donc 4 Tera, ça semble être le point où c'est juste genre nickel. Et quand j'avais fait mon autre NAS que j'utilise actuellement, j'avais pris des 3 Tera pour information et c'était la même situation. Les 3 Tera à l'époque étaient les plus avantageux niveau prix. Et là, je suis passé à 4 Tera parce que ben, c'est les plus avantageux niveau prix. Enfin, je vais passer dessus. Et 4 Tera, honnêtement, c'est déjà pas mal. Pour mon NAS, je compte en mettre certainement au moins 6, j'espère 8 même peut-être. Ce serait génial. Ça fera 8 fois 4. Vous en retirez 2 aussi pour la parité, donc c'est plus 6 fois 4. Donc s'il fait 24 Tera, c'est pas mal. C'est pas mal niveau stockage. C'est surtout pour stocker les vidéos de Texama en réalité, parce que ça, j'ai envie de les garder. Parce qu'il y a... Les vidéos gaming, c'est pas important selon moi, parce que je peux toujours les télécharger de YouTube et la qualité est suffisante, vous voyez, pour illustrer des choses, autre chose. Les vidéos, par exemple, Texama, par contre, si je veux réillustrer un produit que j'avais testé par le passé, c'est bien de pouvoir sortir les plans de cette époque-là, vous voyez. Évidemment, je ne garderai pas tout Texama, et puis je vais réencoder pour que ça prenne un peu moins de place, dans un format plus facile à travailler. Mais ouais, il me faut du stockage. C'est aussi pour mettre toutes les autres vidéos et tout ça, et c'est vraiment pour avoir un bon backup, quoi. Évidemment, il faut aussi que je cherche une solution de backup hors ligne. Enfin, en ligne, plutôt. J'en ai pas vraiment pour les vidéos pour le moment. J'en ai pour les fichiers importants, mais j'en ai pas vraiment pour les vidéos. D'ailleurs, je rappelle, j'en profite pour qu'on est sur cette news. Rappel pour le backup, toujours avoir 3 copies de vos données. Une copie, et ces 3 copies d'ailleurs doivent être de préférence à des endroits différents. Mais ce qui est souvent recommandé, c'est vous avez une copie locale sur votre PC, vous avez une copie sur votre NAS qui est quelque part dans votre maison. C'est pas l'idéal, mais c'est toujours mieux que rien. Et puis vous avez une copie autre part que dans votre maison, dans une autre maison, plus loin, beaucoup plus loin de préférence. Plus elle est loin géographiquement, mieux c'est. Parce que si vous avez une énorme tempête qui touche votre région, si même si votre serveur était à 100 km, peut-être que le data center sera touché aussi, ou peut-être si c'était chez votre ami, ce sera touché aussi. Et peut-être que les deux disques durs vont avoir un problème au même moment et ça va poser problème, vous voyez. Par contre, si vous êtes sur un autre continent, alors là, vous êtes tranquille parce que les chances qu'il y ait une catastrophe naturelle ou autre chose qui affecte les deux endroits sur les deux continents, ouais. Après, on n'est jamais 100% à l'abri, évidemment. Donc, il faut partir de ce principe. Bref, j'en profitais pour parler de ça. Oui, donc, quoi qu'il arrive, trop gros disques selon moi. Faites ce que vous voulez s'il y en a qui veulent les acheter. Mais ouais, je vois beaucoup de gens d'ailleurs qui sont en mode oh, je vais me faire mon nouveau PC gamer. Ils se prennent un SSD, puis ils se prennent un disque de 8 Tera, et puis ils mettent tout dessus. Et puis le jour où ce disque meurt, il pleure. Il pleure énormément. Donc ouais, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Prenez au moins un petit NAS 2B. Ça coûte pas si cher. Vous pouvez mettre 2 disques de 4 Tera. RAID 1, c'est le truc le plus simple à fabriquer, à faire. Mettez vos données importantes là-dessus, c'est déjà au moins un deuxième backup. Troisième backup, vous prenez un service en ligne. Il y a beaucoup de services en ligne qui permettent de stocker 1 Tera. 1 Tera, c'est déjà pas mal. Vous pouvez déjà stocker les trucs les plus importants. Vous les chiffrez pour pas que ce soit lisible. Même si le service les chiffre, vous chiffrez encore par-dessus. Vous êtes tranquille. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu mon chiffrage par-dessus. Et ce que je backup en réalité, c'est surtout des trucs, comment dire, précieux, mais pas précieux pour... Si je vous les donnais à vous, ça vous servirait pas à grand-chose. Je veux dire, des photos de famille, pas très utile pour vous. Des fichiers de configuration, ça c'est important pour moi. Genre la configuration de comment configurer des trucs que j'utilise tous les jours, ça m'embêterait de les perdre, vous voyez. Mais c'est pas très utile pour les gens. Les données les plus précieuses, évidemment, ça je les garde d'une manière encore plus sécurisée, on va dire. Par exemple, données légales ou des trucs dans le genre. Enfin bref, j'en profitais pour juste en parler. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi, au passage. Il n'y a pas vraiment plus de news. J'aurais pu en prendre plus niveau peut-être science. Ouais, il faudrait que j'en compense un petit peu. Bref, dans tous les cas, j'espère que vous avez bien apprécié. J'espère que vous passerez une bonne nouvelle année d'ailleurs, parce que c'est le dernier Texama Show de cette décennie. Et oui, donc la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est à la décennie prochaine.